Pour la faire courte, même si c'est une longue histoire, en fait, moi je suis arrivée en 2018 à Marseille et j'étais en charge d'accompagner l'étude urbaine qui a été menée par des architectes et des urbanistes qui venaient faire une espèce de cartographie objective de la ville de Marseille, qui servait de point de départ pour ensuite la programmation artistique de Manifesta. Au départ, j'étais un peu sceptique, c'était un peu flou tout ça quand on parlait des structures citoyennes, parce que j'avais pas tellement assez de vocabulaire ou le bon vocabulaire du milieu. Je faisais partie de ces personnes qui étaient très méfiantes et qui pensaient que bon, ça allait arriver, grosse biennale d'art, s'en fout de Marseille et qui va repartir en laissant rien à Marseille, quoi. Parce qu'en voyant ces urbanistes qui approchaient la ville d'une manière très totale, j'avais vraiment besoin de retrouver l'humain, là, de partir en fait à la rencontre des habitants, à la rencontre des structures associatives. La première fois que j'ai lu sur les archives invisibles, je me suis dit waouh, en fait, Manifesta, c'est pas ce que je pensais. En collaboration un artiste et une structure associée. Après, j'ai compris que Manifesta ne vient pas là puis ensuite imposer son art, mais aussi de travailler avec les acteurs locaux de la ville. I actually remember that day when we were in the office with Joanna and she was sharing like all the maps and the research that you did, and we were just sitting like, we need to do something with all this information. Like, what do we do with this? How can we translate it and make it part of the biennial program of education and mediation program? Because it was a way of also learning and understanding Marseille. Quand j'ai entendu les archives invisibles, ça m'a énormément plu parce que quand tu entends archives invisibles, tu entends mémoire orale, tu entends histoire populaire, tu entends tout ce qui n'est pas histoire officielle, tout ce qui n'est pas archive officielle. Et une des particularités de Marseille, c'est que la réalité de la ville, l'histoire de la ville, elle est non officielle. Prendre le postulat d'archives invisibles et que ça soit au pluriel et que ça touche plusieurs communautés, pas seulement les communautés minorités de genre et de sexualité, mais plusieurs communautés. Je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir un panel de propositions relatives à ces mémoires oubliées ou effacées ou invisibilisées. Et c'est ce type de postulat que je trouve vraiment rare, trop rare mais absolument indispensable dans le cadre de propositions institutionnelles en art en fait, et en art contemporain particulièrement. D'emblée, il y avait comme un postulat assez engagé et assez politique qui me semblait intéressant à aller creuser. Quand vous êtes arrivé avec ce projet-là des archives invisibles et la liste des associations, je me suis dit que c'était absolument formidable. Je le dis quand même, ça fait un peu promo, je voulais éviter. Pour moi, c'était exactement la puissance de Marseille, les associations que vous avez invitées. C'est la puissance des Marseillais, c'est la puissance de ceux qu'on minore justement, ou c'est la puissance des habitants, tout simplement de Marseille, qui nous laisse de l'espoir assez souvent, parfois non, mais souvent oui. Et honnêtement, ouais, je me sens assez bien à ma place, on va dire, et c'est super de connaître cette histoire-là, justement, par ceux qui l'ont portée pendant toutes ces années, quoi. C'est ça qui est formidable, je dirais, dans Manifesta. C'est que on ne fait pas à notre place. C'est nous qui proposons aussi des choses pour raconter notre histoire, en fait. Mais comment diable a-t-on pu être aussi sourd pour ne point entendre l'appel des troubadours, ignorer lâchement les appels au secours de ces poètes qui rêvent d'un monde fait d'amour. Trois taches répugnantes sur ton franc visage. Au beau milieu du carrefour, deux gerbes de fleurs sont posées là,
non loin de la plaque rappelant les faits. Ici est mort Ibrahim Ali, à l'âge de 17 ans, victime de l'intolérance et de la haine en sortant d'une répétition de théâtre et de musique. La rue ne porte toujours pas son nom, malgré les demandes répétées des proches, de sa famille et de bon nombre de défenseurs des droits de l'homme. Ce qui me touche, et c'est pourquoi j'ai accepté, c'est parce que je sais qu'il y a un endroit où on est très sensible à des paroles militantes, en tout cas, ou je sais pas, des paroles PD, Gwyn Trans, des archives. Et par exemple, moi, il y a des textes qui me font hurler de rire, qui me font pleurer. Et c'est surtout ça que j'ai envie de travailler. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, j'ai aucun discours intellectuel dessus. Je me dis pas, par exemple, je fais ça pour transmettre et pour passer aux gens. Sans doute que je le fais, ou enfin sans doute qu'on le fait, mais on le fait parce que ça nous touche. Salut tout le monde! Salut, je m'appelle Thomas. Je viens de l'association des Frontrunners. C'est un club de course à pied, d'amateurs de course à pied. Je voudrais remercier les deux dames en rose d'avoir parlé de la folie et le monsieur là-bas, d'avoir parlé de la pratique des objets parce que j'ai beaucoup appris. Alors merci, c'était vraiment comme si on y était. Merci beaucoup. Cette année, on a repris l'idée des précédentes universités, à savoir refaire une version playback gay et lesbienne d'opéra. Donc cette année, on a choisi les contes d'Hoffmann. On pensait que c'était plutôt pas mal, donc si vous avez toujours eu envie, je sais pas, d'incarner des personnages ou de faire des propositions, vraiment, allez-y parce qu'on attend des gens de tout genre, de toutes sortes, et on peut même intégrer, pourquoi pas, des personnages muets. Paru dans le dernier numéro du magazine Têtu. Hélène Azera parlait des transsexuelles algériennes souvent sans papier. Elle connaît par exemple un couple dont l'une, transsexuelle, est décédée du sida. Sa compagne a souhaité accéder au cercueil avant qu'il ne soit rapatrié en Algérie, afin de lui couper les cheveux et de lui retirer ses implants mammaires, ce qu'elle n'a pas pu faire. Lorsque le cercueil est arrivé en Algérie, il fut jeté à la mer. Ces personnes-là, ces textes-là, ces paroles-là me bouleversent. Et donc, on essaie de travailler dessus en disant comment on peut en faire quelque chose de poétique, de drôle, d'émouvant, en tout cas quelque chose de fort qu'on puisse ressentir et qui soit autre chose qu'un truc, je sais pas quoi, d'une leçon, quoi. Quand la proposition m'a été faite de faire connaissance avec Manifesta, le projet et la possibilité de collaborer, je n'ai pas réfléchi longtemps avant d'y voir un intérêt pour essayer de pérenniser, d'essaimer le combat de Centre-Ville pour tous. Tout simplement parce que quand on a mis en œuvre les actions de Centre-Ville pour tous, la dimension culturelle était énorme. Pourquoi elle était énorme? Parce que Centre-Ville pour tous a jeté un pan relationnel avec une partie du public du quartier Belzunce essentiellement et de Noailles plus tard, qui n'avait pas de relation, qui vivait en autarcie dans les hôtels meublés, les restaurants pour travailleurs migrants. Et Centre-Ville pour tous s'est retrouvé à jeter donc cette passerelle qui nous a amenés à rentrer dans des immeubles où habitaient des personnes qui étaient là bien avant nous d'ailleurs au demeurant, depuis 30, 40 ans, qui vivaient dans le quartier et qui avaient très peu d'échanges. C'est confinement scandaleux puisque son appartement ne présente aucun caractère de danger et ce qu'on va leur défaillant, c'est simplement
on va vendre des immeubles entiers vides à des investisseurs. Écoute ce message, c'est comme ça. Y'a peu à photo, on mène une vie de chien. Très tôt, qui est pas de quiproquo. On fait partie du décor crado, des cités où les ados. Très tôt, fume le popo, où tu me diras que c'est trop minomé. La vie se dégrade, les enfants des cités en chient pour prendre du grade. Regarde, partout c'est crade, des traces de piste, des murs fades. Les mecs moulards, au chlasse poignards. L'ambiance est froide, les caisses roulent dans les stades. La vie tarde, à nos sourires ça barde. Mais on garde une lueur d'espoir, une parade. Pour qu'à ce stade, notre futur soit moins hard. Hard comme quand on squatte les halls. Ma parole, il n'y a pas pire si ce n'est la tôle. Dans les geôles, on s'enrôle, on craque, on gobe à tour de rôle. Des cachets d'orohypnol. Chaîne et angle droit en métal, qui sont la marque dans Marseille de toutes les mises en péril et de toutes les fermetures de maisons, d'immeubles. GBA du haut, GBA du bas. Glissière en béton armé. Qu'est-ce que c'est que cette balade? Parce que tout ce qu'on va voir, c'est pas particulièrement un jeu. Ça relève plutôt d'une très difficile acceptation de ce qui est devenu notre ville depuis quelque temps. Je pose cette question comme ça. De quoi cette place est-elle le nom? Peut-être quand même redire une chose, c'est que cette place, elle n'a pas de nom au cadastre. C'est-à-dire que si on se repère sur une carte, on ne sait pas comment s'appelle cette place. En vérité, on est à un croisement de rue. On est au croisement de 5 directions différentes. Et cette place, elle porte le nom du 5 novembre, qui est donc le nom d'une date, et qui est la date d'un charnier pour les morts, d'un charnier qui s'est écroulé sur la tête de nos voisins. Et c'est aussi une date charnière de notre histoire à tous. C'est une date charnière parce que c'est un moment de bascule pour nous, c'est un moment où on dit plus jamais ça. J'ai pris conscience qu'en fait on était aussi en train d'écrire une page de cette histoire ensemble ce matin, parce que le fait que des gens de l'extérieur s'intéressent à ce qu'on est en train de vivre, ça participe en fait pour nous en vérité à cet exercice, de cette construction de l'histoire. Ni oubli, ni pardon. Cette question des archives, vous l'avez bien posée, au sens où, pour quelqu'un comme moi par exemple, même à la retraite, le fond de la question de l'archive, c'est fondamental. Parce que je suis une vieille dame et que je touche du doigt le fait de l'intergénération. C'est-à-dire comment ma génération peut-elle transmettre à votre génération qui doit transmettre à celle d'après. Attention, il y a aussi tout ça, parce qu'il y a du monde derrière. Comment est-ce que je peux aussi, là encore, faire un travail d'approche intégrée de cette intergénération? Le rapport archives invisibles et archives visibles publiques, il me semble que c'est essentiel dans la vie des associations pour une question d'histoire, parce qu'il faut qu'il y ait des chercheurs qui travaillent sur l'histoire des quartiers, l'histoire de la mobilisation. On dit toujours Marseille, c'est pas comme partout ailleurs en France, c'est vrai. Mais du coup, je pense qu'avec toutes les archives des assos, il y a de quoi travailler sur cette prise en main des habitants par eux-mêmes, qui est ancienne quand même ici, qui est très très ancienne. Bon, alors ailleurs aussi, mais spécialement marseillais quand même. Par exemple, la rue de la République est tout de même une des mobilisations les plus exemplaires. C'est bien pour ça que le PUCA nous avait invités à y travailler autrement que sous nos angles habituels. Exemplaire parce que pour une fois, des habitants prenaient la parole très très visiblement, fortement sur une opération de réhabilitation et la faisaient dévier, ce qui est quand même pas rien. C'est-à-dire que les expulsions n'ont pas eu lieu, que la mobilisation a transformé le plan initial prévu. Quand on parle d'archives, c'est des archives, il faut aller fouiller à la cave, on va dire. Et ça m'a parlé tout de suite, en fait. Et je me suis tout de suite imaginé ce qu'on pouvait offrir comme matière, en fait, matériaux. Et puis, par rapport à ces 30 ans aussi, j'avais envie d'inscrire ça quelque part. On a des archives sonores, donc des morceaux... vieux morceaux de Device. Et puis on a aussi des articles de journaux sur l'actualité de Device pendant toute cette période, surtout dans des concerts qu'on a organisés,
que ce soit pour le Resto du Cœur, la lutte contre le sida, plein de choses comme ça, et puis des concerts, tout simplement du groupe, et puis des photos de Bivice en fait. Tout doit être fait, tout est à faire. Et j'ai toujours comme en arrière de ma tête le sentiment d'avoir une communauté qui attend. C'est un tout petit projet d'expo, hein, ça. Mais il y a quand même une forme de responsabilité qui est assez comme ok, il ne faut pas que je me plante, parce qu'il y a tellement rien. Il n'y a pas de lieu, on n'a pas d'institution, on n'a pas de lieu de résidence, de recherche, de création, pas de lieu d'expo, pas de lieu d'histoire, pas de lieu d'enseignement. Ça donne malheureusement une énorme responsabilité quand on nous ouvre un espace. Parce qu'il faut que la porte, on mette notre pied dedans et qu'on fasse rentrer les autres. Ces archives, ça m'a fait plaisir parce que ça nous permettra de garder vivant et surtout de faire bénéficier un petit peu le citoyen, la société, etc. Donc de tout ce qui a été fait. Parce que pour moi, ce qui a été fait par le CQ et la CAM dans ce travail-là au niveau de Belzunce, c'est un travail colossal. C'est un travail, pourquoi colossal? C'est parce que ça a duré quand même plus de 10 ans. Et c'est un travail qui a été fait surtout par des volontaires, sans subvention, sans rien du tout. Donc c'est un vouloir des citoyens d'ici, des commerçants d'ici, qui étaient là pour essayer de redonner une vie à ce quartier-là. On renommait la place, justement, qui était la place Parc Petite Marie, l'appelait Louise Michel. Et ce travail s'est fait autour de ce processus de mobilisation. Aujourd'hui, pour moi, c'est des archives quand même qui sont sorties un petit peu de l'anonymat et ça permet un petit peu de faire bénéficier tout le reste de ce qui a été fait. We see the archives in a very wide sense as their photos, but also all the objects they have stashed in their loft and in their basement. This huge dark cellar that once I got locked in by mistake because they forgot me on the weekend there. Le support disque, c'est incroyable quoi. T'as un petit machin comme ça, voilà, en carton, avec à l'intérieur un bout de plastique. Et quand tu poses ce bout de plastique sur la platine et que tu écoutes ça, tu vas écouter des fois 1 an, des fois 2 ans, des fois 1 mois, 2 jours de travail, ça dépend. Mais c'est la vie de quelqu'un que tu écoutes. Là, pour Bassins, je suis allé chercher le disque « Nous sommes les enfants des quartiers nord ». Les enfants des quartiers nord brisent la glace, un disque enregistré à la Busserine en 1981 par des professeurs d'école et de collège qui avaient envie, qui dans le cadre d'une animation du collège, avaient enregistré un disque avec des enfants, avec un percussionniste qui est toujours en activité à Marseille, Nasser. Pourquoi je vais faire par exemple ce plongeon-là au moment de Bassins, c'est que pour moi ça parle plus avec Bassins qu'avec Hôtel du Nord. Parce que Bassins c'est une cité, c'est des familles, et les enfants des quartiers nord brisent la glace, c'est « Nous sommes les enfants des quartiers nord, et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port. » Voilà, ça parle de tout ça, ça parle de Bassins. Des quartiers nord, nous sommes des enfants des quartiers. Les enfants pouvaient se voir dedans et pouvaient se dire « Ah mais en fait moi je fais partie de la vie de ce quartier, je fais partie de cette archive aussi en fait ». Et c'est ça qui était hyper intéressant, que d'eux-mêmes ils pouvaient faire ce lien, parce que de base ils étaient venus pour pas du tout faire ça. Et qu'ils se retrouvaient en fait à faire partie de ça, parce que les archives invisibles c'est ça aussi en fait, c'est la vie du quartier, c'est la vie de Marseille, c'est l'histoire, c'est l'archive de Marseille. Et les habitants en font partie et qui se reconnaissent dedans et que d'un seul coup ils puissent se l'approprier, c'est hyper fort. Et en tout cas je pense que pour moi c'est ce qui est hyper fort dans le projet. Je lui ai demandé une seule chose, qu'elle ne tombe pas dans le cliché des jeunes des cités, qu'elle ne tombe pas dans le cliché des gens des cités, c'est-à-dire les pauvres, voilà, et elle a tout compris. Et là aujourd'hui, moi je suis bien étonnée. Du coup il y a un esthétique et des codes visuels qui sont
pas de mon travail à moi, mais qui ont été imaginés et développés pour cette exposition principalement. L'artiste, on pense toujours que l'artiste ou les artistes travaillent seuls, mais en fait c'est comme encore une fois un mythe qui perdure, mais il y a toujours des collaborations et toujours des contributions, et là encore invisibles, et qu'on ne va jamais valoriser, que ce soit les assistants d'artistes ou les personnes à l'administration ou les personnes à la com ou à la médiation. Mais l'artiste est jamais, elle ou il est jamais seul en fait. Et je trouve ça super de partir comme point de départ de l'artiste en rien n'est capable ou n'est plus capable que n'importe quel autre citoyen, citoyenne de faire une proposition intéressante relative à des enjeux de contribution citoyenne, contribution historique. Enfin, on n'est pas doué d'une compétence plus que d'autres en fait. Et aussi, ce qui est important pour moi dans ce projet, c'était de rester à ma place et de faire attention à ce que je faisais, comment je le faisais, parce que c'est pas mon histoire et il fallait que c'était comme un petit bébé quoi, il fallait que je le fasse bien et même si j'avais toute la confiance de Scheherazade, c'était important pour moi voilà, de faire attention à comment je faisais les choses, de le faire avec bienveillance et de ne pas me merder tout simplement parce que c'est une histoire qui est hyper importante, qui doit être racontée et qui doit être bien racontée. Et là c'était un peu le poids sur mes épaules et que j'espère avoir bien réussi à tenir quoi. Voilà. Il faut savoir que la rue longue des Capucins est montée jusque-là, jusqu'en haut. Elle monte toujours jusque-là. Alors ici, cette rue, c'était Arménie, Corse et après Algérie. Et du coup, c'était beaucoup de bars qui servaient aussi pour rapatrier les dots du FLN. Tu avais des boucheries, et là, il n'y a plus. Tout est parti. Tout est parti. Quand ils ont décidé de réhabiliter la rue, ils ont emmuré de bas. D'abord, tout était muré de ce côté. En fait, notre histoire de GBA, elle recouvre tout ça. Hein. C'est la même chose que vous avez vécu en bas, c'est la même chose ici. La GBA qui est là-bas, c'est des fermetures de bâtiments, mises en péril, et comme il l'a très bien dit, ruinification. Mais cette ruinification, très souvent, dans des biens municipaux, elle est volontaire. Ça fait partie d'une méthode urbanistique de laisser se ruiner pour dire après invoquer la sainteté de la sécurité et de dire ah ben il faut des mesures. Et pourtant là vous êtes dans une rue 17e pur sang. L'idée c'est que justement vous n'êtes pas que dans un espace d'exposition, il y a un peu cette division en deux entre un espace d'exposition entre guillemets classique avec de la projection, des murs blancs, etc. Mais très vite, déjà vous rencontrez par exemple ce genre de matière que l'on voit absolument par ailleurs, qui est notre grand panneau, ce qu'on appelle le frigo entre nous, qui a été designé par Cookies. Ce lieu, en plus d'accueillir les expositions, ça reste un lieu de vie. On a réfléchi beaucoup à comment on désacralise en fait l'espace de l'art contemporain, qui est quand même un espace pas très accessible au premier abord pour beaucoup de gens. Je pense à nos crémaillères qui sont devenus un peu notre point fort quand on ouvre une exposition. C'est toujours une petite bataille, c'est toujours en cours. De se battre contre le White Cube. Avant même, en anticipant ce que pouvait demander l'artiste, on s'est beaucoup demandé comment on allait aménager l'espace, quels espaces étaient vraiment dédiés à l'exposition et quels espaces on allait, entre guillemets, sauver. Pour moi, c'était vraiment le plan de sauver d'une volonté artistique des archives invisibles pour aussi que le lieu puisse vraiment être approprié par les habitants, donc pas seulement du quartier, mais aussi ailleurs. C'est-à-dire que c'était très important pour le TRQG que tout de suite, on se pose la question de est-ce que les gens peuvent s'approprier le lieu, même s'ils ne sont pas intéressés par l'art. Et pour ça, donc on a ce côté agora qui est derrière moi là. On s'est dit, ok, là, cet espace-là, on crée le conversation pit, ces marches et tout, ça va être là pour des discussions, ça va être là pour le moment d'activation, mais aussi c'est un lieu où les gens vont pouvoir en fait venir au TRQG, l'utiliser librement. Tout d'abord, je vais laisser
la parole à Mohamed. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Je travaille ça fait longtemps sur un projet à Casablanca, c'est une musique collective, la mémoire de la ville de Casablanca, mais un peu d'une manière un peu décalée. Ce qui s'est joué avec Mohamed, en fait, c'était complètement passionnant pour nous et extrêmement difficile, extrêmement facile. La première exposition qu'a fait ma mère, qui a 42 ans, c'était à celle où je l'ai ramenée. Et du coup, ça m'a beaucoup touchée, lui faire voir ce que c'est qu'une exposition et lui dire que toi aussi, tu as ta place. Pour mes sœurs, ça a été pareil aussi, ça a été leur première exposition. Et c'est compliqué de se dire ça parce que moi, ma première, je l'ai fait à 15 ans. Et même en y allant, je t'avoue que j'étais un peu à l'écart en me disant putain, ils vont me dire mais qu'est-ce qu'elle fout là et compagnie. Alors que quand on est dans cette ambiance-là, où tu sais que tu viens pour manger, pour parler avec tes amis, pour aller dans le jardin, dans l'agora, ben, tu es plus là à te dire que oui, je peux m'approprier ce lieu et de toute façon, je le fais quand je veux, en fait, tout simplement. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes, merci beaucoup d'être venus. Actuellement, je m'occupe aussi de ce lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est Film Flamme Polygone Étoilé. En ce moment, ça s'appelle Centre de ressources engagées, ressources cinématographiques, qui est un lieu de production, de création et de diffusion cinématographique installé à Marseille depuis 20 ans. En fait, toute l'histoire de ce lieu, de ce collectif, vient de ce rapport-là à un cinéma fait par des non-cinéastes et fait par des habitants, avec des petites caméras Bell & Howell, donc 16 mm, propose de faire des films qu'on appelle aujourd'hui d'atelier, enfin tout le monde fait des films d'atelier, mais sauf que là il ne s'agissait pas ni de former ni d'apprendre, il s'agissait tout de suite en 2 ou 3 jours de tourner une bobine de 3 minutes en 16 mm, surtout de travailler le son et de monter ça assez rapidement avec les habitants. Donc juste les cinéastes étaient là pour accompagner les habitants, évidemment on ne manipule pas ça sans au moins être accompagné dans cette manipulation. Donc ça, c'est les caméras montées mécaniques. Il n'y a pas de pile. Tout est en autonomie. On ne peut pas tomber en rade. C'est hyper solide. Il y avait le son qui était fait avec le magnétophone Nagra, avec une bande magnétique de 10 minutes. On travaille le son, donc gros travail de prise de son et montage son sur les bobines. Tout mis bout à bout en un peu plus de 20 ans, 25 ans, c'est effectivement une histoire de Marseille. Ça, c'est la subtile mémoire. Qu'est-ce qu'on transmet exactement lorsqu'on s'engage à faire des films avec des gens qui n'ont pas pour vocation ni l'habitude d'en faire? Et en fait, ce dont on s'aperçoit dans ce qu'on peut regarder là ici, certains films qui sont montés dans les shows, c'est que tout est déjà là, il suffit de l'activer et de travailler sur des questions de confiance et de méthodes assez simples. C'est aussi une façon d'archiver la réalité, quoi. Et ça, ce qui est une des fonctions du cinéma, c'est de fabriquer des archives de quelque chose qui est en train de bouger et qui va changer, quoi. Le prétexte et l'invitation à cette exposition, c'est une façon de redémarrer un travail à partir de 20 ans d'histoire, quoi. Moi, je trouve ça assez joli. Il faut donner les moyens de faire ça, pas de produire, encore une fois, des espèces d'énormes œuvres qui coûtent des fortunes, qui polluent, qui ont été vues, revues. C'est ça, c'est plus possible. Cette manière de faire de l'art contemporain, c'est terminé. Il faut passer à autre chose. Et puis il faut mettre les moyens humains et donner le temps pour travailler bien, pour pas que les gens s'épuisent aussi. Voilà, si les gens sont aussi correctement payés, travailler dans de bonnes conditions, bah, les gens ils vont faire un bon boulot, quoi. Mais il faut donner l'opportunité, puis arrêter de construire des œuvres de Dode qu'on a vues 500 milliards de fois. Voilà, je l'ai dit. Le blanc et le rouge, c'est un sentier de grande randonnée. C'est au niveau international, c'est européen. C'est une norme européenne. Après, il y a des sentiers qui sont jaunes et rouges. C'est des sentiers, mais ça, c'est typiquement français. The excursionists, for us, they fit in this arc of, so as I say, it's a Marseillais story, but it's a totally, you know, it's a story of industrialization and post-industrialization. It's this creation of a leisure culture. So getting workers to go outside of the city and stay fit and do stuff. There's loads of levels of it's beautiful, it's also cynical, I'm not
not that they're cynical, but why these structures happen. The outdoors is a predominantly white space. And you know, so they're in these retirees. They're not especially a social class, but you know, they're a defined group of people who are, you know, not super rich, but they're kind of, you know, they're the middle class generally, with some exceptions here and there. But they feel culture is not for them. They feel art is not for them. And it's one of those, you know, we're always aware that, you know, there is this kind of visual arts cultural bubble, but it really kind of hits home when they're like, yeah, all of that is another world that doesn't. And so yeah, that's an issue everywhere, but the kind of elitism and the bubble of contemporary art was something that we always want to break. And that is a problem in Marseille, and is a problem in France, and it is a problem everywhere, but you feel it quite acutely. So, and perhaps that is a criticism, but you know, it's our job to try and change that. Quartier de Marseille, du 15e et 16e, pas un équipement culturel. Quand moi je suis arrivée en poste en politique culturelle avec Dominique Vallon, pas un équipement culturel. Il y avait des aventures d'habitants qui s'étaient battus comme des chiens pour avoir une bibliothèque de quartier, c'est la bibliothèque de Saint-André. Donc nous, on a aidé à l'endroit où on pouvait aider, c'est-à-dire en tant qu'administration culturelle, pour que ça sorte, et c'est sorti. Et c'était les habitants de Saint-Henri avec le cinéma. Et on a aidé, et c'est sorti. Mais c'était eux qui avaient fait le boulot, c'est pas nous. Je sais ce que c'est pour moi, la culture. Après, il y a des gens qui pensent que nous ne faisons pas partie de la culture. Là, je parle des gens qui décident. Il y a des gens qui pensent que voilà, l'opéra, c'est de la culture. Je sais pas, les sons, c'est de la culture. Mais le rap, le hip-hop, ça, c'est pas de la culture pour eux. Et pour moi, ce qui fait culture, c'est ce que l'autre apporte, en fait. Moi, le gnawa, je sais pas, la musique africaine, tout ça, c'est de la culture pour moi. Et ce qui fait sens pour moi, c'est de mettre ça en commun et qu'on se découvre les uns les autres, en fait. Et qu'on découvre justement toutes les cultures. Moi, il n'y a pas la culture, il y a des cultures, en fait, voilà. Et moi, je suis dans cette optique de partager ça, de connaître l'autre à travers justement la culture. Voilà. Mighty nice, many mumbling mice are making magic music in the moonlight. Mighty nice, many mumbling mice are making magic music in the moonlight. En fait, on a du mal à accepter que la France, elle bouge, elle a bougé. Certes, elle est de racines chrétiennes, judéo-chrétiennes, etc. Mais elle a aussi une histoire. Donc une vague de migration qui est là depuis des années, si ce n'est des siècles, et qu'il faut que on construise en fait une autre société française avec toutes ces composantes de la société en fait. Et ça, on a du mal. Parce qu'il faut dire, on a quand même des siècles d'esclavage, de colonisation, tout ça, ça reste dans les mentalités, et en particulier chez nos dirigeants, en fait. Et on a du mal à sortir de ça. Ouais. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Dans le cadre en fait, de la 6e archive invisible, nous avons fait une série d'ateliers avec Famoudou Danmoye ici présent, en collaboration avec les jeunes musiciens et musiciennes qui travaillent parfois dans les ateliers de la Device and Musical School. Et donc ce soir, nous allons vous faire une petite restitution, sans prétention, des ateliers que nous avons menés pendant un mois à la Sabine. Pas besoin de miroir pour se voir. Dans mon reflet, je vois mon reflet. Dans mon reflet, je vois mon reflet. Je vois une teuté. Un être hanté par des idées. Un être hanté par ses idées. Ma colère, ma haine, sans oublier ma peine d'avoir toutes ces chaînes, d'avoir toutes ces chaînes. Mais non, à cause de nos beaux ébènes, c'est l'asphyxie. Je fais pas ma crise, peut-être ma psychanalyse. Je rentre ma vie, ma vie.
tree without a moon, no, it can't be wood. Us, we, together we shine, doing our own thing, ain't nothing mine. A body without a head ain't no good. A tree without a root, no, it can't be